Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ARPOD, le podcast du comité réanimation de la Société française d'anesthésie-réanimation. Dans le cadre de notre série de témoignages de patients et de proches ayant vécu une hospitalisation en réanimation, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Monsieur Kassem Benjeloul, qui a accepté de nous raconter son expérience d'ancien patient en réanimation. Pour résumer très rapidement votre histoire, vous avez séjourné 5 mois en réanimation thoracique pour un Covid-19 en 2022. Vous êtes resté 3 mois et demi sédaté et vous avez passé 63 jours sous ECMO. Vous êtes au total resté hospitalisé pendant 11 mois. Aujourd'hui, vous êtes rentré à domicile et vous avez repris votre activité professionnelle. Merci beaucoup, Monsieur Benjeloun, d'avoir accepté notre invitation et je commence tout d'abord avec une première question. Pouvez-vous nous décrire votre impression à votre arrivée en réanimation? Bon, c'est d'abord moi qui vous remercie et je salue tous ceux qui ont contribué à me sauver la vie. Donc, je vais répondre à votre première question. Deux éléments. Alors, j'étais en cours à Paris, donc je suis enseignant, et j'ai eu une première, enfin, c'était assez violent, un grand sentiment de fatigue, fièvre, et en rentrant de Paris le soir, je suis allé aux urgences à la clinique Bordeaux-Nord. On m'a renvoyé chez moi avec de l'oxygène. Donc, mon premier contact était plutôt rassurant avec l'accueil aux urgences. Chez moi, ça s'est très mal passé parce que j'arrivais difficilement à respirer. Mon taux de saturation était descendu bien bas et je suis retourné aux urgences à Bordeaux-Nord. Et je me souviens encore d'un médecin penché sur moi qui me disait ça se complique, monsieur Benjamin, est-ce que vous acceptez qu'on vous aide? J'ai compris tout de suite que ça allait être un coma. Et j'ai dit oui, bien sûr, bon courage. Et je me suis réveillé 3 mois et demi après ou 3 mois après. Donc c'était le premier contact, en fait, c'était à la clinique Bordeaux-Nord. Je me suis réveillé au CHU au Lévesque. Je pense que j'aurai l'occasion de préciser dans quelles conditions. Mais entre-temps, il faut bien comprendre que le médecin a réussi à obtenir l'ECMO. Donc, les médecins de Haut-l'Évêque sont venus à la clinique Bordeaux-Nord pour me brancher à l'ECMO et m'ont rapatrié en ambulance à la chambre 53 où je me suis réveillé 3 mois après. Voilà, ça c'est ma première. Alors, mon sentiment à l'arrivée en réanimation, c'est passé plutôt au réveil. C'est au réveil que je me suis rendu compte, d'abord que j'étais à l'hôpital, dans une chambre que je ne connaissais pas, même si on avait fait l'effort de mettre au mur des photos qui me concernaient, qui concernaient ma famille. Donc, ça m'a évidemment rassuré. Donc, vous ouvrez l'œil. Donc, c'est bien de moi qu'il s'agit. Et je suis probablement à l'hôpital. D'abord parce que j'entendais le bruit des machines, des écrans, des moniteurs derrière moi que je ne voyais pas. Je n'ai pas tout de suite pris conscience que j'étais paralysé, hein. Et ensuite, cette première impression, que ça vous donne l'impression d'être dans la chambre du docteur House et dans un. Alors, j'ai pensé simultanément à, à ça, une soucoupe volante, un hôpital bien entendu, mais et puis la question, qu'est-ce que je fais là? Donc mon premier contact avec l'arrivée en réanimation, c'est ça, en 2 temps, 2 hôpitaux, enfin une clinique et un hôpital, et un réveil où je découvrais autour de moi quelque chose de complètement nouveau. Mais je ne savais pas encore qu'on était 3 mois, parce que pour moi, j'étais le lendemain, hein. Je suis rentré un 24 décembre, jour de Noël difficile à oublier, et moi je me réveillais le 25 ou le 26, pas le 27 mars. Donc c'était ça ma première prise de contact. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc un sentiment de un peu De de perte, surprise, oui, de voilà, surprise, oui. de surprise, d'inquiétude, et pas encore de panique, ça c'était après. C'est quand j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait. Mais vraiment de surprise et quand même heureux d'ouvrir les yeux. Parce que je pensais qu'on était le lendemain. Donc, D'accord. Et sur le plan plus physique maintenant, donc là vous nous avez parlé un peu de l'effet, oui, de la surprise,
votre état psychologique au réveil. Et ensuite, donc s'étant suivi un long séjour en réanimation non sédaté, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur le plan physique, de votre confort pendant votre séjour en réanimation, Bien sûr. notamment de la douleur, peut-être de l'anxiété, de la soif, etc. Ah oui, de la soif, ça. Alors, comment demander à quelqu'un qu'on veut boire alors que vous ne parlez pas et que vous avez la langue collée au palais? Je vous assure que c'est pas évident. Alors, déjà, il faut bien comprendre qu'en ouvrant les yeux, Thomas, qui était l'interne, qui était à mes côtés, et tout de suite, il m'a expliqué ce qui m'arrivait. La paralysie, la maladie, et puis il a eu l'intelligence de m'expliquer ce qui allait se passer après, mais sur plusieurs mois. C'est-à-dire que j'ai tout de suite compris que le chemin allait être long, qu'il y avait bien entendu une issue et qu'elle serait probablement favorable. Ensuite, il m'a mis les informations, j'ai eu droit à 20 minutes d'informations. Alors, pour bien comprendre le choc, Monsieur Macron n'était pas candidat quand je me suis endormi. Je me suis réveillé, il était président. Ensuite, l'Ukraine était un pays non envahi. Je me suis réveillé, l'Ukraine était envahie et j'ai eu des images de chars. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que je dormais? Et là, et puis les frères Bogdanov qui étaient décédés de Covid, ce sont les trois éléments. Là, c'était la panique. D'accord? Parce qu'en plus, comprendre que j'étais paralysé, et là, vous vous rendez compte que vous avez envie de parler, vous ne pouvez pas. Vous avez la langue qui est complètement collée au palais, il y a des machines partout, vous avez un masque pour respirer, et une sorte de peur panique et une sorte de découverte. Bon. Ensuite, j'ai eu une équipe incroyable qui m'a accompagné pendant cette réhabilitation, à la fois physiquement et psychologiquement. D'abord physiquement, des kinés vraiment très pros. Alexandre, Sergio, Célia, Pauline et d'autres, sans jamais baisser les bras. Et c'est un accompagnement sérieux, parce que j'avais des séances de kiné tous les jours et un accompagnement physique tous les jours avec une mesure très précise des progrès. Alors, quand vous voyez des progrès, mais même se mettre debout, hein, qui demandent un effort complètement incroyable, vous avez tout de suite envie de passer à l'étape d'après. Ensuite, psychologiquement, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu une psy, parce que c'était dans ma tête pour les faibles, pour les échecs, et je me suis rendu compte que c'était un vrai métier, que c'était très efficace. Et dès lors qu'ils m'ont aidé à accepter la situation et à ne plus être pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, je suis passé aussi grâce à eux à la suite. Et ensuite, une équipe d'aides-soignants, mais je pourrais citer Marie-Rose, Tata Sylvie, Floriana, Sarah, bien sûr. Et évidemment, une équipe médicale incroyable. Christelle Pellerin, Clément Benjamin, et puis le patron, Adrien Rosès, mais qui ont géré, franchement, qui ont géré ma réhabilitation et la relation avec ma famille. Parce que mes proches étaient là, ils ont occupé une salle à côté pendant les 5 mois. Hein, et ils se sont organisés tous, d'abord pour avoir une communication transparente avec les médecins et les informations me remontaient. C'est-à-dire que une fois que les médecins ont compris, à la fois que ma sœur Nadia, qui transmettait, qui servait de courroie de transmission entre la famille et l'équipe médicale, ils ont compris qu'elle pouvait tenir le choc et elle me transmettait les informations telles quelles parce qu'elle savait très bien qu'informée, je tiendrais beaucoup mieux le choc. Et puis, également une capacité d'adaptation de cette équipe qui m'a vraiment impressionné. Hein. Donc, je me sentais dans une telle sécurité dans ce service que j'avais peur de partir. Au bout de 5 mois, j'avais vraiment peur de sortir de ce service et de me retrouver à l'USN pour la réadaptation. Donc, pour résumer, ils m'ont accompagné, moi évidemment, les membres de ma famille. J'ai une sœur qui habite Casablanca qui était là tous les 15 jours. Ils ont organisé un planning de visite avec les médecins. J'avais droit à 1 heure de visite par jour d'une personne différente. Et ils ont planifié même les déplacements entre Casablanca et Bordeaux. Et j'ai tout le temps eu quelqu'un. J'ai tout le temps eu quelqu'un. Et avec, bien entendu, la complicité et l'encadrement de l'équipe médicale. Et ça m'a beaucoup, beaucoup rassuré. Vraiment, ça m'a beaucoup rassuré. Et puis, chacun, mon frère Youssef s'est occupé de la partie professionnelle et puis ils se sont répartis incroyablement les tâches. Il y en a une qui s'occupait de la partie casablancaise, Zineb, une qui s'occupait de Bordeaux, c'était Nadia, et mon frère qui s'occupait, Youssef, lui, de toute l'équipe et de tous mes collègues et de toute la région parisienne. Donc j'ai été tout de suite rassuré sur ce plan-là, parce que je suis en profession libérale
Et j'avais plus aucun souci à me faire, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan budgétaire, ni sur le plan matériel. Donc, il y a eu un accompagnement en pleine complicité de l'équipe médicale et des membres de ma famille. Voilà. Alors, vous soulignez le rôle très important de vos proches Oui. durant l'hospitalisation. Qu'est-ce que vos proches vous ont rapporté de leur vécu à eux de votre séjour en réanimation sur le plan voilà, psychologique, par exemple? Qu'est-ce que vos proches vous ont rapporté de leurs ressentis, de leurs sentiments au cours des différents entretiens et au cours de tout votre séjour en réanimation? Oui. Alors, j'ai eu un sentiment, un mélange, une sorte de mélange d'inquiétude et d'assurance et de sérénité. À dire, à la fois, bien entendu, ils ont été tenus au courant. Vous savez, j'ai ouvert par accident, parce que j'ai dû aller passer 1 ou 2 week-ends avant de sortir complètement de l'USN. Chez mon frère, j'ai ouvert un tiroir accidentellement et j'ai lu un dossier pompe funèbre Kassem. Kassem est mon prénom. Je veux dire, quand vous voyez ça, vous dites c'était vraiment sérieux. D'accord? Et ensuite, eux, ce qu'ils me rapportent, bien entendu, c'est le professionnalisme, la force, l'accompagnement des médecins, leur transparence, leur honnêteté, c'est-à-dire, ils ont annoncé 3 ou 4 fois à mes enfants que j'allais partir, qu'ils allaient être obligés, après 30 jours, de débrancher l'ECMO. Et ça, ils l'ont géré, ce qu'ils n'ont pas fait, heureusement, je suis en train de vous parler. Donc, c'est quand même une excellente décision qu'ils ont prise. Et ça, il y a eu un accompagnement. Mes proches ont été informés, et mon médecin traitant aussi a eu les comptes rendus de mes radios, l'état catastrophique de mes poumons, et ils ont vécu une situation. Je vous dis, ils étaient tous les jours à l'hôpital avec avec un seul interlocuteur avec l'équipe médicale qui faisait un résumé à tout le monde. Chacun ensuite repropageait les informations. Donc, c'est la première fois qu'ils ont vécu une telle expérience et une telle expérience avec l'hôpital. Vous savez, maman a été hospitalisée à Garches. Elle a eu un accident de voiture. Elle a mis des années à avoir une rééducation. Bien entendu, j'ai été influencé par ça. J'ai beaucoup, beaucoup pensé à elle pendant les séances de kiné et les séances de douleur qui étaient complètement atroces. Et je me suis souvenu, et eux aussi, hein, ils me rappellent de ce passage à Garches. Je me souviens encore du professeur Patel, du professeur Bedoiseau. Donc j'avais 16 ou 17 ans à l'époque. Donc ça ne s'oublie pas. Et je me suis retrouvé à peu près à sa place avec une équipe médicale aussi efficace et aussi déroutante. Quand je dis déroutante, la surprise d'avoir à quel point ça nous donnait, à ma famille et à moi, l'impression d'une totale maîtrise. Donc c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de sécurité, cette crainte de surtout pas partir de là. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous rapportez un sentiment un peu paradoxal de panique et puis finalement de totale sécurité. Ouais. Donc, bon, c'est très intéressant. Vous abordez un peu la question de la suite, hein, de l'après-réanimation. J'ai appris que vous aviez bénéficié après votre sortie de réanimation d'une consultation post-réanimation. J'aurais voulu vous demander comment cette consultation vous a aidé à vous reconstruire après la réanimation et puis comment aujourd'hui, 2 ans plus tard, vous allez, vous, ainsi que vos proches. D'accord, je vais essayer de répondre aux 2 questions en même temps. Alors, la visite post-réanimation, d'abord, j'ai été vraiment étonné au début, je pensais à une simple consultation de routine. Et j'ai commencé à recevoir de la part de Christelle Pellerin des mails 1 mois avant pour me préparer, pour inviter mes proches à venir. Et là, je me suis rendu compte très rapidement que c'était sérieux. Ce n'était pas une consultation de 5 minutes ou de 10 minutes. Ensuite, euh, j'ai compris, il y avait un timing organisé de 9h à 14h. Et je me suis dit, je vais bloquer un médecin pendant une demi-journée. J'ai vu comment ils travaillaient en réanimation. Je sais comment ils étaient occupés et consacrer quasiment une journée de travail juste pour me recevoir. Ça m'a, si vous voulez, à la fois ça m'a rassuré et puis ça m'a poussé à prendre sérieusement cette consultation post-réa. Je ne suis pas venu seul. Mon fils Idriss m'a accompagné, ma fille Inès m'a accompagné. Alors le cas d'Inès est intéressant parce que avant cette réunion, avant la consultation post-réanimation,
elle avait beaucoup de mal à parler du séjour à l'hôpital. C'était pas un déni, mais c'était un inconfort et l'émotion venait rapidement et la peur était toujours là, en disant ben, il s'en est sorti peut-être, mais rien n'est certain. Cette consultation post-réa a débloqué quelque chose pour elle, c'est-à-dire qu'elle a commencé à parler sans absolument aucun problème, avec de l'humour, avec du rire, de ce séjour à l'hôpital qui aurait pu mal tourner. Et je me suis rendu compte pendant cette consultation que je n'ai pas mobilisé juste un médecin. C'était docteur Pellerin qui était là, il y avait Célia qui était là, donc une kiné qui m'a suivi pendant que j'étais dans le coma et après au réveil. Et ensuite, j'ai revu des aides-soignants infirmières et j'ai revu la psy. Donc, c'était assez sérieux et pour moi, et c'est comme si en quelque sorte, euh, c'était comme la boucle bouclée, un passage de relais. En fait, on m'a redonné, et ça correspondait exactement à ma sortie de l'USN. Donc, j'étais à la fin de mon hospitalisation. Ça s'est passé après les 11 mois. Je venais de me réinstaller chez moi. C'est comme si, en quelque sorte, on me redonnait les clés de ma vie. Donc, il faut vraiment bien comprendre que c'est quelque chose d'extrêmement important pour boucler la boucle et pour continuer. Voilà. Et la deuxième question, comment je vais aujourd'hui? Bah, je suis suivi régulièrement en pneumo, en réadaptation. J'ai des rendez-vous tous les 6 mois. J'ai plus d'oxygène. Ma saturation est régulée même à l'effort. Je n'ai plus de fauteuil, je n'ai plus de canne, je n'ai quasiment plus de déambulateur. Toujours mes séances de kiné chaque semaine. Et puis bon, un sentiment de liberté que Thomas m'avait déjà annoncé. Donc il n'y avait pas vraiment de surprise. Euh, j'ai repris le travail avec mes cours avec autant de plaisir. Je fais mes déplacements hebdomadaires sur Paris toutes les semaines. J'ai repris le golf. J'ai fait samedi dernier mon premier birdie. Alors, c'est une performance pour quelqu'un qui n'arrive pas à tenir debout. Enfin, qui pensait ne jamais rejouer au golf de sa vie. Et là, je me souviens de Sarah et Vincent qui me disaient, c'était infirmière et aide-soignant, qui me disaient, on parie, monsieur Bégelou, que vous rejouerez au golf. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Je joue en plein équilibre. Et je n'ai pas retrouvé encore complètement mon niveau, mais en tout cas, très largement du plaisir. Ensuite, mon fils s'est marié. J'aurais pu ne pas assister à ce mariage. La décision de son mariage a été prise pendant mon coma. Et pendant les discours que j'ai entendus pendant ce mariage, on a parlé de vous, on a parlé du CHU de Haut-l'Évêque, on a parlé des médecins, mais dans des discours différents. Pas le mien, mais celui de mon fils, celui de ma belle-fille, Charline, celui des amis de mon fils. Et j'ai compris, en plus c'était à Marrakech, c'était génial, et j'ai compris là que c'était important, non pas pour moi, que c'était important vraiment pour tous. C'était une étape qui a marqué. Alors bien sûr, j'utilise, hein, je dois l'avouer, mon passage pour mettre la pression sur Charline et sur Idriss pour me faire des petits-enfants, parce que je suis à la limite de la pression psychologique en leur disant je ne me sortirai peut-être pas 2 fois d'un coma, donc il faut vous mettre au travail. Bien entendu, on en rigole, mais la vie continue et voilà comment je vais. Merci beaucoup, Monsieur Benjeloun, pour ce témoignage qui est extrêmement précieux pour tous les médecins, tous les soignants qui exercent en réanimation. Merci à tous nos auditeurs pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et pensez à vous abonner. À très bientôt. Merci, au revoir.